Monsieur le député, bonjour. Bonjour. Nous vous rencontrons non sans mal après les terribles attentats du 13 novembre dernier. Quelle incidence ces attentats ont-ils eu sur votre campagne? Écoutez, nous avons d'emblée, nous avons été les premiers en France d'ailleurs à le faire, à suspendre toute action de campagne électorale, réunion publique, tractage, boitage, affichage, par respect pour les 130 victimes et les 350 blessés de ces horribles attentats barbares que nous avons eu à subir. Votre tête de liste, Christian Estrosi, déplore le manque de moyens mis en œuvre pour lutter contre le terrorisme. Mais n'est-ce pas le président de votre mouvement, Nicolas Sarkozy, qui a supprimé 12 469 postes de policiers et de gendarmes pendant son quinquennat? D'ailleurs, vous faites bien de me poser cette question, parce que ce chiffre de 12 000, nous ne savons absolument pas d'où il sort. Il est totalement irréaliste. Il y a eu quelques suppressions, effectivement, qui étaient compensées par le fait que Nicolas Sarkozy a donné à la police de vrais moyens techniques modernes. Et regardez d'ailleurs aujourd'hui, si la police scientifique a les résultats que nous connaissons, qui permet d'identifier en un temps record à la fois les victimes mais aussi les terroristes, c'est bien parce que Nicolas Sarkozy leur a donné ces moyens. Donc c'est là un faux procès qui est fait à Nicolas Sarkozy. Par contre, moi je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. La France n'a pas connu d'attentat entre 1995 et 2012, jusqu'à ce que M. Merat réalise ses exactions dans la région toulousaine. C'était 1 mois et demi avant l'élection présidentielle. Quelle leçon François Hollande a-t-il tiré de l'affaire Merat? Entre 2012 et début 2015, rien ne s'est passé dans ce domaine-là. Nous avons eu malheureusement l'histoire Charlie Hebdo et ses 18 morts au début janvier. La France s'est rassemblée, l'unité nationale a été retrouvée, mais avec quel résultat par la suite? Quasiment aucune évolution de nos législations et des moyens donnés, avec en particulier une loi de programmation militaire révisée qui donne une petite augmentation des crédits à la marge, mais qui sont concentrés sur les années 2018 et 2019, donc après l'alternance de 2017, et qui ne sont donc pas une solution. Ce qui nous a amené d'ailleurs à voter, nous, contre cette actualisation de la loi de programmation militaire, à l'inverse de Mme Marion Maréchal Le Pen, qui elle s'est abstenue. Là où le gouvernement a tenté de bouger, c'est sur le renseignement, et il l'a bien fait. Mais pourquoi alors Mme Marion Maréchal Le Pen a voté contre la loi sur le renseignement que François Hollande a proposée au mois de mars? Voilà moi les questions que je me pose aujourd'hui. Oui, il faut des moyens, et encore plus avec ce que nous venons de vivre, car nous ne voulons pas donner la barbarie en héritage à nos enfants. Et nous devons tous nous employer pour que notre État, bel État social, État-providence, redevienne l'État régalien qui n'aurait jamais dû cesser d'être. En matière d'économie, que proposez-vous de faire pour les TPE-PME qui sont les forces vives du tissu économique régional? Écoutez, aujourd'hui, les TPE et PME souffrent d'une centralisation des moyens. Et il convient de faire revenir dans la région, qui d'ailleurs va hériter de la compétence exclusive dans le domaine du développement économique, les moyens de transformer la formidable innovation que nous avons chez nous en réalisation économique. Il faut raccourcir les circuits, et en particulier les circuits de financement des PME et des PMI. Le Fonds national d'investissement qui a été créé par François Hollande est une bonne idée, mais il ne donne aucun résultat parce qu'il est centralisé, parce qu'il est national. Il faut décliner cela dans chacune de nos régions. Il faut aussi, parce que le financement est quasiment l'obstacle majeur que ces jeunes qui créent des entreprises ont à affronter, mieux identifier dans notre région tout ce qui est financement innovant. Les capitaux risqueurs, les business angels sont aujourd'hui des modes très puissants de financement. Nous le voyons dans le Var avec Var Business Angel, qui aujourd'hui, du fait peut-être d'une absence de communication vivace, ne donne pas les résultats escomptés, et nous avons plus de donneurs que de demandeurs. Il y a là des moyens qui existent, mais qui doivent être peut-être utilisés de façon plus dynamique, et c'est en cela que nous allons aider les PME et les TPE. Nous allons aussi les aider dans le cadre des emplois qu'ils peuvent créer.
et en particulier en revoyant tout le fonctionnement de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans notre région. Il faut savoir qu'il y a dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur 320 000 chômeurs, mais qu'il y a tous les matins 25 000 emplois qui ne trouvent pas preneurs. Il y a des jeunes sans emploi, mais il y a aussi des emplois sans jeunes. À nous de trouver l'alchimie pour mettre tout cela en cohérence. Justement, aujourd'hui, nos entreprises spécialisées ne trouvent pas d'employés qualifiés à cause d'une formation inadaptée. Comment comptez-vous faire changer les choses ? Écoutez, moi, vous savez que pendant 15 ans, j'ai dirigé le développement économique du département au Conseil général, et j'ai eu l'occasion de m'apercevoir qu'aujourd'hui, les formations, souvent, ne sont plus adaptées aux techniques modernes qui sont employées dans le bâtiment, dans la plomberie, dans l'électricité ou dans d'autres domaines. Et qu'il faut vraiment revoir tous ces modèles de formation, les spécialiser. Nous avons par exemple, dans l'explosion que nous connaissons dans notre région du nautisme et de la grande plaisance, besoin de jeunes formés spécifiquement à tous ces métiers-là. Nous avons un institut de formation des métiers de la mer à la Seine-sur-Mer, qui aujourd'hui ne remplit plus son rôle initial. Il faut le recentrer avec là des vraies formations qui correspondent aux besoins et à la demande. On ne rénove pas aujourd'hui un yacht de 70 mètres comme on pouvait le faire auparavant d'un petit bateau de pêche ou de plaisance. Il faut s'adapter à tout cela et c'est, je crois, un enjeu majeur qu'il faut que l'on prenne d'emblée en considération. Au Conseil régional, sans qu'il y ait eu une réelle opposition, en 18 ans, nous sommes passés de 1950 à 6000 employés. Quel est votre projet sur ce point précis ? Moi, je crois qu'il faut discerner deux choses. Et c'est ce que je fais de mon côté. Il y a les emplois administratifs de la région qui ont triplé sans qu'il y ait de transfert de compétences. Ils sont passés de 740 à 2000. Et là, il y a énormément de questions à se poser. Pourquoi y a-t-il à la région aujourd'hui 60 directeurs alors qu'il n'y a que 12 compétences ? Dans notre projet, 12 compétences égale 12 services égale 12 directeurs. Il y a à côté le transfert des personnels des lycées, des TOS, qui ont été faits durant ce mandat. Ils étaient 3000 au départ, ils sont 4000 aujourd'hui. Et là, je ne lance pas la pierre, parce que nous avons connu, nous, au Conseil général, le transfert des collèges. Nous avions réceptionné 1000 TOS, nous avons été obligés d'embaucher 400 parce que nous voulions rendre les meilleurs services à notre jeunesse lorsqu'ils passent par la case collège. Il s'est passé la même chose sur la case lycée. Donc, je respecte totalement ces personnels qui travaillent dans les lycées. Par contre, du point de vue du fonctionnement administratif de la région, il faudra, je crois, revoir les choses. Il y a pléthore de directeurs, je l'ai dit, il y a pléthore de personnel dans la communication, il y a aussi des agences délocalisées dans chacun des départements qui doivent là ne plus être simplement des permanences d'élus, mais doivent redevenir au service des citoyens. Nous allons nous y employer. Une dernière question, si vous le permettez. Christian Estrosi a annoncé ce week-end sur RTL que s'il était élu à la région, il baisserait les impôts tout en rognant sur certaines lignes budgétaires. Dans les faits, les régions ne prélèvent plus la taxe foncière depuis 2011. Comment comprendre cette affirmation de campagne ? Je crois qu'aujourd'hui, la réalité des choses, c'est que en termes de fiscalité, la région est arrivée au plafond. Donc, quel que soit celui qui sera élu, il ne pourra plus augmenter les impôts. À nous de voir comment les taxes, parce qu'il ne s'agit pas d'impôts pour la région, il s'agit de taxes, pourront être remodulées. Mais moi je crois que c'est surtout sur l'inversion fonctionnement-investissement que nous devons agir. Cette région était sous Jean-Claude Gaudin une région d'investissement. Le fonctionnement ne représentait que 48% du budget. Aujourd'hui, le fonctionnement représente 72% du budget, avec en particulier des lignes très généreuses vis-à-vis du monde associatif. Je suis favorable à le financement du monde associatif, mais dans un cadre très strict de conventions, d'objectifs et d'actions qui soient réellement financées,
avec des modèles d'évaluation qui sont mis en place dès le départ, et non au saupoudrage partisan auquel nous assistons aujourd'hui. Il y a un rapport de la Cour de Chambre régionale des comptes qui date de février 2014 et qui réalise dans 101 pages de ce rapport combien la distribution des subventions aux associations a été faite sur un modèle clientéliste. Je demande à tout citoyen de notre région d'aller sur le site de la Chambre régionale des comptes et de le consulter. C'est là encore, je crois, une disposition que nous devons mettre en place très rapidement, comme nous l'avions fait au Conseil général du Var, d'avoir un organe de gestion externe qui épluche les dossiers des associations en amont, qui vérifie chaque année si les objectifs ont été atteints et qui s'appuie au moment où nous allons payer la subvention sur ce qui a été réellement dépensé. Mais je crois qu'il y a là tout un modèle, et nous en avons l'exemple dans le Var parce que cela fait 10 ans que ça fonctionne très bien au conseil départemental, de la manière vertueuse de distribuer les subventions qui sont l'argent public dont nous devons avoir le plus grand respect. Puisque vous faites référence à la Chambre régionale des comptes, elle a publié dans le département du Var 2 rapports sur le SMIDEV et sur le CITOMAT. Le traitement des déchets va devenir une compétence de la région. Souhaitez-vous qu'il y ait des suites à ces rapports qui mettent en évidence des faits délictueux ? S'il y a des faits délictueux, c'est la justice qui doit en rendre compte. Il y a, vous savez, une dissociation totale du politique et de la justice, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais à partir du moment où effectivement cette compétence va devenir communautaire au sens large, il va falloir que la région négocie avec tous les acteurs actuels du monde des ordures ménagères pour trouver les meilleurs compromis avec le souci d'efficacité que nous devons à chacun de nos concitoyens. Monsieur le député, je vous remercie. Merci beaucoup.